13 et 14 mai, c'est le salon du livre de Caen. Et comme chaque année, nous avons invité plusieurs auteurs. Alors cette année, on a décidé d'être très local. Pourquoi je vous dis très local? Parce que la majorité de nos auteurs sont, pour pas dire tous d'ailleurs, sont soit de Caen ou du Calvados, soit sont des habitués parce qu'ils ont de la famille, ce sont des gens qui sont régulièrement présents dans le coin. Alors ça, vous, effectivement, en tant que lecteur et lectrice, vous ne connaissez pas ça, mais les auteurs que nous aurons sur notre stand, au final, je vais dire, c'est d'une manière ou d'une autre, ce sont tous des locaux. Alors, je vais vous expliquer un peu qui va être présent, et pour vous permettre de découvrir un petit peu. Alors bien sûr, ce que je vous présente n'est qu'une sélection de leurs titres qui seront présents sur le stand. Pour la simple et bonne raison que y en a que vous avez peut-être déjà, et si vous voulez faire dédicacer, il faudra pouvoir avoir d'autres œuvres. Mais ce n'est vraiment qu'une petite partie de ce qu'il y aura, histoire déjà de vous faire une idée sur les auteurs. Bien, commençons donc par un habitué, dirons-nous, Pascal Bresson. Alors, Pascal Bresson, certes, il est pas de Caen lui-même, il est de... là, il habite à Saint-Malo, en fait, juste à côté. C'est l'auteur du fameux Simone Veil, l'immortel. Bon, j'ai déjà fait des coups de cœur dessus, je vous l'ai déjà présenté, mais je le redis quand même, ça va vous éviter d'aller chercher dans les archives. Parce que ce qu'il a fait avec Dufaux est vraiment top. Alors, je vous petit aparté, je parlais de local pour la simple raison qu'il a beau être breton. Le nombre de fois où il vient à Caen, c'est vraiment hors norme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous fait le plaisir de revenir régulièrement, parce qu'il aime vraiment cette ville et il aime vraiment partager. Et lui qui est dans la transmission du savoir, autant vous dire que notre région, sur le devoir de mémoire, est quelque chose qui est marquant pour lui. Donc, revenons à Simone Veil. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs adaptations qui sont toutes bien. Je dois avouer que moi, perso, j'ai une préférence pour celui-ci. Non parce que les autres sont moins bonnes, mais parce que j'ai trouvé l'attaque scénaristique qu'a choisi Pascal Bresson très intéressante. Donc, je vous fais pas l'histoire de Simone Veil, soit vous la connaissez, soit partiellement, soit totalement, soit vous l'avez déjà lu. Mais pourquoi je parle de si intéressant en termes d'album, d'adaptation? Eh bien, tout simplement parce qu'il a non pas choisi de faire un biopic traditionnel, mais de partir des fameux débats à l'Assemblée nationale pour la fameuse qui deviendra la loi Veil, et de nous montrer clairement tout ce qu'elle a pu prendre dans la tête. Les insultes, qu'elles soient sexistes, limite antisémites parfois, enfin, à autant de temps de la guerre, on se pose des questions sur comment on peut faire ça, mais clairement, ça a été fait. Et cette question qui se pointe toujours dans notre esprit, mais comment elle a fait pour tenir? Comment elle a fait pour ne rien lâcher, se battre jusqu'au bout pour défendre son projet et le faire adopter? Parce que beaucoup auraient craqué, clairement, auraient lâché, auraient tourné les talons. C'est justement de ça, de ces débats dont on va partir, et hop, flashback, nous retournons dans le passé pour découvrir le passé et l'histoire de Simone Veil. Comprendre tout ce qu'elle a traversé, qui vont la forger, qui vont l'endurcir et qui vont lui donner les armes justement pour ce moment précis qui va devenir historique et qui encore à l'heure actuelle reste un exemple. Donc on va suivre un petit peu tout ça, et c'est tout ce qui va nous montrer dans Simone Veil l'immortel. Donc voilà, donc si vous ne l'avez pas encore découvert, n'hésitez pas. En tout cas, Pascal sera là au salon pour vous le faire découvrir, en parler. Il adore parler de ça, donc n'hésitez pas. Venez discuter avec lui, il sera heureux. Sachant qu'il nous réserve d'autres petites surprises sur un sujet proche. Mais ça, c'est pour la fin de l'année, je vous en parlerai à ce moment-là. Voilà, donc n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer à d'autres auteurs. Alors maintenant,
allez, je vais dire un petit gars local. Il va me tuer quand il va voir ça. Mais c'est pas grave. Géroméo. Géroméo, qui n'en est pas à son coup d'essai, il a fait beaucoup de choses. Donc là, vous verrez, ça fait partie des albums, là pour le coup, hyper locaux. Donc Jérôme est un local. Hein. C'est édité aux éditions Orep. Donc Orep, bah, c'est juste à côté de Bayeux. Pour la petite histoire. Donc, on est vraiment sur de local. Donc ils font beaucoup de bandes dessinées historiques. Hein. Vous en trouverez quelques-unes justement présentes sur le salon. Et là, Géroméo est là, donc, qui vient défendre entre autres son 3945, dont il est le scénariste, avec sa coloriste Claire Dumas. Alors, l'histoire de 3945, est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse? Non mais sincèrement. Parce que là, je pense qu'on connaît tous plus ou moins. Bah non, détrompez-vous. C'est là qui est intéressant 3945, parce que ça va vous permettre de découvrir l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qu'on doit tous connaître. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de les découvrir avec ce côté très, je dirais bien, local. Mais ça va un petit peu plus loin quand même. Parce qu'il va nous faire découvrir pas mal de choses, pas mal d'étapes. C'est bien ça, hein, c'est 39-45. Donc on n'est pas que sur notre région, c'est ça qui est intéressant. Mais là où c'est encore plus intéressant et plus intelligent, c'est qu'il y a eu un choix scénaristique qui est d'avoir des petites scénettes, on va l'appeler comme ça, hein, c'est-à-dire des histoires qui vont tenir sur une petite dizaine de pages, et des pages intermédiaires dites explicatives, hein, comme celle-ci, qui vont justement faire l'évolution. Ça permet de traiter toute une période sans que ça devienne un almanach, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a un moment, c'est bien, mais faut que ce soit précis, concis quand même, hein, faut le dire. Et puis bah, d'avoir les explications. Donc cette espèce de panier générique de l'histoire, eh bien, elle est franchement bien faite parce que ça permet. Je vais dire résumer, c'est pas un bon terme, je suis désolé, mais c'est un petit peu ça. Résumer cette période-là, la rendre intelligible, mais en omettant quand même peu de choses importantes, sachant que derrière, il y a pas mal de documentation. Enfin voilà, il y a un vrai travail de recherche, un vrai travail pour justement rendre hommage, intelligible, tout ce qu'il peut y avoir dedans. Alors sachant que je disais, c'est pas son coup d'essai, il a fait d'autres choses, notamment dans l'historique pur, hein, il y a eu 14-18 que vous trouverez aussi. Il y en a d'autres. Là, en ce moment d'ailleurs, il est en train de bosser sur Arsène Lupin, mais ça, pareil, on en reparlera parce que ça va pas, ça sera pas là pour le salon, mais ça ne va pas tarder, donc ça peut être aussi une façon de venir en parler avec lui, parce qu'il y aura des petites choses à ce sujet. Donc, venez le découvrir, mais aussi la découvrir, sa coloriste, hein, qui l'accompagne sur quasiment tous ses albums, qui sera là aussi, et qui rend ce ton très, très vrai, très particulier de l'ambiance de la Seconde Guerre mondiale, et surtout cette époque-là, hein, c'est-à-dire les années 40-50, qui sont vraiment bien traduites. Donc, n'hésitez pas, venez les découvrir. Passons à un autre auteur. Bien, là, ce n'est pas un auteur que je vais vous faire découvrir, ce n'est pas deux auteurs que je vais vous faire découvrir, ce sont trois auteurs que je vais vous faire découvrir. Nous avons Jean-Blaise Diagne, Jean-Marc Lenné et Jay. Donc, nous avons les deux premiers, ce sont les deux scénaristes, le troisième, c'est le dessinateur. Les trois seront présents sur le Salon du Livre. Alors, pour leur dernier album et création qui est Super Soldat, mais pas que. Hein, il y en aura d'autres, chacun aura ses albums. Mais je vais commencer par parler de celui-ci parce que déjà il les réunit tous les trois. Et franchement, on n'a pas affaire à des débutants pour le sujet. Donc, par quoi je commence? Moi, je vous parle des auteurs ou de l'album? Allez, je vais vous parler de l'album, puis après je ferai un petit point sur les auteurs, parce que ça va rebondir sur d'autres choses qui seront présentes. Donc Super Soldat, c'est un one-shot, et d'une. Donc l'histoire complète. De deux, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, ça je voudrais... vous y attendez. Hein. 3, eh ben, c'est le débarquement, mais pas que. Alors, j'explique. Super Soldat, quand vous entendez ça, tout de suite, il y en a certains qui vont tiquer, vont dire « Ouais, Captain America, ce genre de choses. » Ok. Ouais. Pourquoi pas? Mais pas que. J'explique.
c'est vrai, quand on parle du débarquement, on a la fameuse date, le 6 juin, etc. Ce que ça a pu être sur les plages et tout. Donc ça a été vu et revu. D'ailleurs, chez Orep, il y a de très bons albums sur le sujet. Il n'y a pas de souci. L'angle dans lequel ont voulu partir Jean-Blaise Diane et Jean-Marc Lenné est un petit peu différent. Il y a quand même une base historique qui est là, mais a été un petit peu plus précis parce que faut pas oublier que la mobilisation américaine, quand même, ça n'a pas été tout de suite. Hein. Ça n'a pas été tout de suite. Et puis, pour en arriver là, il a fallu qu'il y ait une mobilisation. Une mobilisation qui s'est faite en Amérique vraiment dans les années 43, donc un an avant, mais ça avait commencé un petit peu avant, en fait. Et c'est un petit peu là-dessus que va se baser justement l'histoire de Super Soldat. Deux frères dans le Kansas, fermiers, qui justement aident leur père, etc. Puis du jour au lendemain, paf, l'ordre de mobilisation tombe, il faut partir. Ok, d'accord. Sauf que généralement, ce qui se passe quand on a ce genre d'histoire-là, hop, on les retrouve sur les plages du débarquement et évoque la galère, oserais-je dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? C'est ça qu'on oublie. Qu'est-ce qui s'est passé pour tous les soldats mobilisés? Parce que ça s'est pas fait comme ça. C'est un petit peu ça aussi qui est intéressant avec Super Soldat. Découvrir de quelle façon, en fait, ces soldats ont été formés, des camps entiers ont été créés à partir de rien, des zones ont été rasées, si je peux dire ça comme ça, pour faire ces camps. Bon, ça, c'est le côté américain. Mais après, il y a le côté, on part en Angleterre. Et en Angleterre, ils n'étaient pas basés à un seul endroit, parce qu'il fallait s'acclimater au lieu, il fallait réussir à créer une espèce de cohésion, parce qu'on avait quand même des troupes multinationales. Donc ils sont passés de camp en camp, puis surtout il ne fallait pas non plus que ça dérape, ça aussi c'est souvent le problème. Et au milieu de tout ça, nous avons ces hommes dont on comprend qu'ils vont être, on va dire, titrés de certaines actions. Là encore, je ne vous en dis pas trop parce que faut que vous découvriez. Sachant que ce sont deux frères qui vont être dans deux corps différents. L'un ranger, l'autre dans l'infanterie, et vont être donc débarqués sur deux points différents. On sait très bien que, vu le nombre de morts qu'il y a eu, on se dit que ça risque d'être coton pour qu'ils puissent se retrouver et s'en sortent sains et saufs. Et c'est ce qu'on va découvrir. Donc ce qui est intéressant, c'est de découvrir un petit peu toute cette phase-là, c'est de voir aussi l'aventure, parce qu'on parle vraiment d'aventure, qui se cache derrière tout ça. Et puis le titre Super Soldat fait référence quand même à des petites choses historiques, hein, des faits racontés par des soldats qui sont complètement irréalistes, mais dont les soldats, dans la fureur et l'horreur de la guerre, ont été persuadés de voir. Reste à savoir comment démêler le vrai du faux. Tout ce qu'on sait, c'est la finalité. Maintenant, les détails laissent une majorité de spéculation, et c'est là-dessus que c'est basé un petit peu, se sont basés un petit peu les auteurs, parce qu'en creusant un peu, il y a pas mal de dossiers intéressants à découvrir, quoi. Donc, à découvrir avec et là je vais parler de Jay, avec un super noir et blanc, hein, un noir et blanc qui est très travaillé, alors qui fait volontairement vieux comics américains. Alors quand je dis vieux comics américains, je ne parle pas des comics un peu pulp, un peu acidulés, tout ça. Non. Je parle de ce trait noir et blanc, très tiré, très précis, qui est au final pas très connu en France, mais que les auteurs de comics pointus connaissent très très bien, qui sont issus d'une vieille génération, mais qui marque totalement une période bien précise, qui est celle des années 40 et 50. On retrouve vraiment cette ambiance-là. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si pour ceux qui ont lu le titre de chez Glénat, La Bombe, on retrouve ce même style graphique, parce que quand on voit ce graphisme, on va dire intellectuellement, en tout cas de façon subconsciente, pof, on se retrouve plongé dans les années 40-50. Donc là, il n'y a vraiment rien de laissé au hasard. Pareil, le format est volontaire, on va retrouver le format souple, le format comics aussi, un petit peu. L'avantage quand même, c'est d'avoir un one-shot. Et pareil, le format aussi fait penser aux vieux romans de gare, polar noir. C'était pas un hasard non plus, parce que Jay et Jean Blaise Diane avaient déjà collaboré sur une autre série
en 2 tomes qui s'appelait Le Havre et qui était dans cette ambiance-là, ce format, enfin la totale. Donc voilà. Et pour finir, Jean-Marc Lenné n'est pas non plus un débutant, pardon. On a quand même affaire à quelqu'un qui est un multicasquette. Il est scénariste, traducteur, essayiste. Donc autant vous dire que la liste est longue. Autant vous dire que les références sur l'Amérique, il les connaît bien. Autant vous dire aussi que les principes narratifs et autres, il les connaît bien. Il a d'ailleurs écrit des essais, notamment sur des gens comme Miller ou Stanley. Donc même quand on ne connaît pas déjà Stanley, généralement on connaît le nom, et je peux vous dire que c'est pointu et précis. Donc vous verrez très vite que c'est vraiment une mine derrière. Les titres que je vous ai, les autres titres dont je vous ai parlé, vous les trouverez sur le stand forcément, ou au mieux à la boutique de toute manière. Donc voilà, déjà vous voyez, 3 en 1, hop. Bon, sachant que Jean Blaise Diagne, vous le retrouverez aussi forcément pour Caen. Il sera là aussi présent parce que mon confrère de la Cour des Miracles accueille petit à petit. Donc il y aura des choses de petit à petit qui seront là. Donc rassurez-vous, Jean Blaise pourra les dédicacer aussi, hein, vous inquiétez pas. Là on en reparlera à ce moment-là. Mais il y aura d'autres choses qui seront faisables. Donc maintenant, il nous reste à découvrir d'autres personnes. Puisque nous parlions de Jean Blaise Diagne, bien entendu, ou Jean Blaise Diagne, c'est vrai que moi je dis toujours Diagne. Je vais vous parler d'une autre de ses créations, mais avec un auteur, encore une fois local, même si celui-ci est d'origine italienne. Donc, Davide Garotta, qui vit sur la côte calaise, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il vit du côté de Luc-sur-Mer. Donc Davide Garotta vient de nous sortir avec Jean Blaise, Nuit Noire sur Caen. Alors là, les amateurs de Caen, de la côte d'Albâtre, de la côte de Nacre, de toute cette partie de Caen, vont être ravis. Parce qu'ils ont porté une attention très particulière à ce que l'on puisse identifier et retrouver chaque lieu. Déjà, vous retrouverez en couverture l'église, ça vous la retrouvez, mais pareil, les rues, vous allez retrouver, je fais un peu de pub, mais le balto, enfin des choses comme ça. Rien n'est laissé au hasard, tout est réel, tout est pointu, tout est précis. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a un polar, Nuit Noire sur Caen, c'est un vrai polar, et pas n'importe quel polar, parce que malheureusement, on va suivre en fait l'histoire, l'histoire d'une disparition, l'histoire de mort, l'histoire d'une arnaque quelque part, une arnaque qui veut justement être résolue. Sauf que des années plus tard, l'ombre rattrape nos héroïnes, puisque derrière tout ça, en fait, il y a eu manipulation et forcément, il y a eu décès. Mais chaque dette doit se solder un jour ou l'autre, et quand on laisse des cadavres derrière soi, forcément, à un moment ou à un autre, il y en a certains qui vont vouloir justement trouver la vérité. Sauf que cette vérité, elle peut se trouver au fort prix, et puis parfois c'est peut-être pas la vérité qui est recherchée, c'est peut-être surtout la vengeance. Et c'est ce qu'on va découvrir derrière Nuit Noire sur Caen. Donc franchement, à découvrir, aussi bien pour le local que pour le polar. Et puis le dessin de Davide est vraiment... c'est de la peinture en fait, on va être clair, c'est de la peinture. Donc pareil, à découvrir, à lire, et puis tout simplement à se faire plaisir. Donc je vais vous souhaiter une bonne lecture pour celui-ci, puis venez les découvrir, parce que il y a de quoi faire, parce qu'en plus Jean Blaise, voilà, encore 2 fois, bis repetitas, et il sera là aussi pour d'autres choses. Alors une autre autrice qui sera là, c'est Marie Jaffredo. Marie Jaffredo, c'est vrai que à chaque fois je mets un « et ». Donc Marie, c'est elle qui nous a fait le fameux Printemps de Sakura. Alors là je suis désolé, j'ai pas l'album là sous la main, mais rassurez-vous, il sera là. Il était en rupture, mais vient d'être réimprimé, il est en cours d'acheminement.
Le printemps de Sakura, qui reste un des meilleurs albums de l'année dernière, une histoire profonde, humaine, sensible, qu'on découvre, qu'on redécouvre, qui est vraiment quelque chose de léger et profond. Tout ça sur fond de multiculturalisme, puisqu'on suit un père et sa fille au Japon. Lui est française, elle est franco-japonaise. Sa maman est morte quand elle était toute petite. Depuis, lui s'occupe d'elle de façon sans limite. Sauf que un jour, à force de faire passer sa famille par rapport à son boulot, parfois au Japon, ça tique un peu. Donc, parce que oui, ils sont expatriés au Japon, j'ai oublié de le dire. Donc du coup, il va devoir partir pour le travail, mais à l'étranger, en Chine, si ma mémoire est bonne. Et là, il n'a d'autre choix que de trouver quelqu'un à confier sa fille. Et à qui, la seule personne vers qui il peut se tourner, parce qu'il ne va pas forcément l'expédier en France, faut-il encore qu'il y ait un point de chute en France, la seule personne vers qui il va pouvoir se tourner, c'est sa belle-mère, la mère de sa femme, de sa défunte femme. Et alors là, ça va être compliqué parce qu'au final, notre petite Sakura est restée cloisonnée, cloîtrée, protégée, choyée dans ce lieu par son père. Au final, elle connaît pas grand chose du Japon. D'ailleurs, elle reste quand même, malgré être un sang mêlé, elle reste quand même un petit côté gaijin, comme on le dit là-bas. On se moque un peu parfois de sa façon de parler, et puis de ce qu'elle est, tout simplement. Donc, aller chez une grand-mère qu'elle ne connaît pas trop, nous dirions peu me chaud. Mais justement, on a quelques a priori sur le Japon, la famille, etc. On s'imagine qu'il va y avoir une espèce de distance. Et là, non. Elle est accueillie comme si c'était hier, c'est-à-dire que comme si c'était vu hier. Comme si son beau-fils arrivait et que tout était normal. Il n'y avait pas eu de distance ni quoi que ce soit. Elle l'accueille à bras ouverts. Une ouverture qui va permettre à notre petite Sakura de découvrir un Japon plus traditionnel, un Japon plus local, plus nature, puisque quand même elle a grandi en ville, donc la ville et le Japon c'est quand même assez... le côté urbain enchevêtré, il y a rarement plus compliqué, quelques villes quand même, mais déjà c'est dense. Et donc elle va découvrir tout ça. Et elle va lui ouvrir son foyer, sa porte, son cœur et sa culture. C'est tout ça qu'elle va faire découvrir à Sakura. Et au final, c'est une façon, petit à petit, de découvrir qui était sa mère. Parce que n'oublions pas, elle était morte trop jeune pour s'en souvenir, pour comprendre, pour vraiment découvrir et apprécier la culture de sa propre famille. C'est une découverte qu'on va faire avec elle, pas à pas, une découverte du Japon, côté un peu lancinant, profondément émotif, mais une façon aussi pour la première fois, de réaliser le lien qu'elle a avec sa mère, donc de la découvrir et en même temps de faire un deuil qu'elle n'a jamais pu faire. Donc voilà, vraiment un album à découvrir, qui a été un coup de cœur pour nous, qui est juste l'un des 4 meilleurs de l'année dernière, donc autant vous dire qu'on est sur un bon niveau. Et quand je dis nous, je ne parle pas de nous libraires, je parle de nos clients, parce que ça a été élu par eux, donc pour ceux qui regardent, par vous. Et on va suivre justement le parcours. Donc vraiment à découvrir, sachant qu'il y aura d'autres petites surprises de Marie qui seront là, dont une avant-première, mais ça j'en parle pas pour l'instant, ce sera à découvrir sur le stand. Passons enfin à un dernier auteur, enfin je dis derniers seront les premiers seront les derniers. Tout à l'heure, je vous parlais d'Arsène Lupin, et je vais vous parler encore d'Arsène Lupin, avec Michael Minerve. Alors, je vous parlais d'un Arsène Lupin qui va sortir, et bien là, je vais vous parler d'un Arsène Lupin qui va aussi sortir. Oui, bon, il y a un peu de retard sur les sorties, mais ça, c'est des choses qui arrivent. À l'heure actuelle, c'est très compliqué de réussir à sortir les albums à temps pour plein de raisons, souvent épuisement humain, tout simplement, et après, il y a le côté logistique. Mais ça, c'est une parenthèse. Pourquoi je voulais vous faire découvrir Michael Minerve? Parce que, quand même, c'est le premier à avoir adapté le fameux Aiguille creuse
Hein. Tout le monde connaît l'Aiguille creuse, ça a parfois été étudié à l'école, ça a parfois été lu, enfin voilà, c'est le roman référence, c'est de Maurice Leblanc sur Arsène Lupin, c'est la scène la plus connue, c'est l'histoire la plus emblématique, il n'y a qu'à aller à Étretat, tout le monde va visiter ça, hein. Et je dis ça en y étant allé il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, c'est lui qui a fait la première adaptation avec Jérôme Félix. Donc encore une fois, c'est un local, hein, il est du coin, pas très loin de Lisieux, si je dis pas de bêtises. Et lui ensemble, il va nous faire découvrir, eh bien, ou vous faire découvrir, parce que ce Arsène Lupin-là est vraiment top. Il a un style de dessin très classique qui rentre vraiment dans l'idée de Maurice Leblanc, avec un trait dit ligne claire. Donc vraiment à découvrir. Bon, je vous parle pas bien sûr de l'histoire, parce que l'histoire on la connaît tous plus ou moins, hein, le fameux gentleman cambrioleur. Et puis bon voilà, j'ai pas envie d'en dire plus parce que là c'est à découvrir. Franchement, ça va être le moment d'aller venir voir un peu, discuter avec un peu parce que leurs sorties vont pas tarder à arriver et ça va être l'occasion aussi d'avoir quelque part une petite avant-première parce que je vous le dis clairement, entre cet été et début de second semestre, on va vraiment avoir une grosse période Arsène Lupin. Donc préparez-vous, il va y avoir pas mal de choses. Et les auteurs qui seront présents ne sont pas innocents dans ce qui va sortir, loin de là. Donc venez les découvrir, ça va être l'occasion pour vous de vous faire une belle découverte. Bien, ben voilà, la sélection est détaillée. J'espère que ça vous en a donné plus. Bien sûr, il n'y a que quelques exemples de ce qui va être sur le stand. Maintenant, venez découvrir pour le reste. Les auteurs, comme vous l'aurez pu remarquer, parfois qui sont présents sont sur plusieurs réalisations. C'est des réalisations croisées. C'est aussi pour ça que je les ai invités. Ce qui est intéressant, ça va vous permettre d'avoir une vraie synergie entre eux et ce qui est vraiment agréable. Donc je vous souhaite de les découvrir, je vous souhaite une bonne lecture, mais surtout je vous dis rendez-vous les 13 et 14 mai au Salon du Livre. Alors le Salon du Livre, pour ceux qui ne le savent pas, ça se passe à la mairie, à l'hôtel de ville, hein, vous ne pourrez pas le louper, il y a une grande tente hantée devant le rond-point, hein, donc c'est là qu'on va être. Donc venez faire un petit tour, venez découvrir, et comme vous avez pu voir sur le programme, on en a quand même pour toute la famille. Donc voilà, à venir, à découvrir et à se faire plaisir. Allez, à bientôt!